Il y a des étudiants qui ont été déférés, je pense le jeudi, à la prison civile de Lomé. Quelques étudiants, plus certains individus qui ont été déférés à la prison civile de Lomé. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi très bien, c'est important que je vous donne cette information. Ça concerne le processus de Campus France. Vous savez que il y a des étudiants qui veulent venir en France pour poursuivre leurs études, soit pour faire des masters, soit je ne sais pas pour faire quoi. En tout cas, il y a des étudiants qui s'inscrivent, qui utilisent le processus de Campus France pour prendre des visas et arriver en France pour étudier. Alors, il se fait que à Lomé, il y a tout un réseau parfois qui propose à certains étudiants dont les parents n'ont pas les moyens des cautions bancaires, attestations bancaires et relevés bancaires. Attestation bancaire et relevé bancaire. Donc, il y a des réseaux dans les banques, dans certaines banques, et qui proposent, moyennant de l'argent, à des parents ou à des étudiants de créditer leur compte. Les gens qui n'ont pas d'argent sur leur compte, ils vont créditer votre compte et après, ils vont vous imprimer une attestation bancaire et un relevé bancaire pour mettre dans votre dossier pour aller déposer pour le visa Campus France. Et ils le font aussi pour le Canada. Il se fait que à NCA Bank, je pense c'est NCA ou c'est pas, il y a une banque à Lomé qui a délivré plusieurs de ces relevés-là à ces étudiants, à certains étudiants. Moyennant, il y a quelques brebis galeuses dans les banques qui font ce boulot-là, qui délivrent des attestations bancaires et des relevés bancaires après avoir crédité le compte de ces jeunes-là, moyennant 500 000, 400 000, 300 000. Et ces jeunes vont déposer les dossiers à Capago. Et Capago transmet les dossiers à l'ambassade. Donc, au niveau du consulat de France, il a été constaté que les relevés étaient suspects. Alors, l'ambassade a porté plainte pour démanteler le réseau. Alors, les jeunes étudiants naïvement, on les appelle à Capago. Je pense que c'est Capago que ça s'appelle. On les appelle à Capago. On dit, bonjour monsieur, voilà, votre passeport est de retour à Capago. Il faut que vous reveniez chercher votre passeport. Et donc, les jeunes, tous enthousiastes, ils prennent leur petit moyen de déplacement, moto, taxi, courent, pensant qu'on leur a donné le visa, ils arrivent à Capago et c'est la BRI qui les arrête et on les minote. Donc, plusieurs étudiants ont été arrêtés ces jours-ci, à Capago par la BRI quand on les a appelés de venir chercher leurs passeports qui sont revenus de l'ambassade. Et donc, ces jeunes ont été déférés devant un des procureurs, un substitut des procureurs, je pense que c'est jeudi, et ils se sont placés sous mandat de dépôt à la prison civile de Lomé. Je donne cette information pour sensibiliser les parents. Et les gars qui sont dans les banques, ils ont fui. Les gars qui sont dans les banques, ils ont fui parce qu'ils sont en train de les chercher, ils ont fui. Et donc, on a arrêté ces jeunes-là, plus d'autres particuliers. Certains ne sont pas étudiants, mais il y a eu, je pense, 4 ou 5 étudiants, plus d'autres personnes, et qui sont actuellement en prison, qui sont déférés à la prison civile de Lomé. Alors, je voudrais passer par ce cas pour sensibiliser les parents, pour que les gens s'assurent de ce qui se passe au niveau de Campus France, pour que vos enfants ne se retrouvent pas dans la merde. Parce que là, ces enfants, eux, ils veulent juste venir en France pour étudier. Et il y a des gens qui leur ont dit, dans certaines banques, on peut vous délivrer des cautions bancaires. Quand vous n'avez pas d'argent sur votre compte, quelqu'un peut mettre 3 millions, 5 millions, et vous leur donnez 200 000, 300 000. Il y a des gens qui sont dans les banques qui font ça. Et donc, on a mis de l'argent sur leur compte, alors que cet argent ne leur appartenait pas. Et on a tiré les relevés bancaires pour leur permettre d'aller déposer le visa. Et comme l'ambassade a observé que presque sur les relevés bancaires, c'est la même chose qui arrive, ils ont diligenté une enquête et on a saisi les tribunaux et on a arrêté les gens. Pour le moment, les gens qui sont dans les banques qui font ça, ils ont fui, mais on a arrêté les étudiants qui sont actuellement en prison. J'espère que ces jeunes vont partir, vont être libérés, parce que bon, eux, naïvement, ils ont cru que les banquiers voulaient les aider. J'espère que ces jeunes qui voulaient partir pour étudier en France vont être libérés. Il y a aussi un réseau qui fait la même chose pour le Canada, qu'on a démantelé aussi. On a arrêté certaines personnes. Eux, je ne sais pas s'ils sont déjà passés devant le procureur, mais il y a aussi un réseau du Canada qui fait aussi dans les cautions bancaires qui a été démantelé. Donc, faites très attention. C'est vrai que la situation au pays est très difficile. Les gens sont désespérés. Les gens veulent partir. Les gens veulent aller étudier ailleurs. Mais faites attention pour ne pas tomber dans les mains des individus qui vont vous promettre des choses et après, vous allez vous retrouver derrière les barreaux à la prison civile de Lomé. Ces étudiants, leur place, c'est pas la prison, c'est dans les amphithéâtres. Malheureusement, ils sont tombés sur un réseau de faussaires et aujourd'hui, ils se retrouvent en prison. Donc, ils ont été déférés jeudi à la prison civile de Lomé. Il y a aussi des responsables de la DMK qui ont été arrêtés et qui sont déférés aussi à la prison civile de Lomé. Et bon, peut-être quelqu'un me disait de parler un peu en vernaculaire. Les Blonzari habitant et les étudiants environ et au déféré les prisons civiles de Lomé. Encore, étudiants environ au campus France des processus, au de la vaille, au de la vaille, sur les France, oui. Il y a, il y a campus France, mais moi, ou bien la caution bancaire, ou garantie bancaire, ou bien, et des viola, et gamble, ou gamble, ou si tu vois, ou pas, mais les banques, ou les banques, comme on a mais il y a peu de wanti, à caution bancaire, non, pour relever bancaire, non, voilà, tout fait dans donc, à des viola, on va dire 300 000, 400 000, 500 000, 100 000, les banques, et banques, on va sortir, pas de compte, on dit 3 millions par ici, 5 millions par là, et au tiré relevé bancaire, on a des viola, et des viola,
dossiers sont déposés les capago. Voilà, l'ambassade va combler caution bancaire ou c'est fausse ben baby n'est quoi. Au porter plainte. Voilà. Et au sélectionner des dossiers pour le suspect quoi, au porter plainte. Voilà. Et au voyant des jours les capago on va voir le passeport l'autre va que des jours pour le capago quoi. Au lewe BR il va le et au présenter au procureur jeudi. Et au déféré oui. Mon étudiant les deux avec pas l'autre on le va m'écouter oui. Donc à mon collègue on le pas comme alors aussi on parle donc à monsieur amené non cleva et moi là on y avait ils m'ont dit alors le processus de bien en plus France là-bas il va explorer il y a son couvert sur la union il y a pas pour les voir Amérique baba flou alors Amérique baba toujours à fort comme alors ben pour les prisons alors que les vieux moi on avait placé une prison et là on va voter pour va explorer donc voilà ce que j'ai voulu ajouter à monsieur non cleva non et non et il y a des éléments de la DMK qui sont aussi déposés en prison qui sont accusés de troubles aggravés à l'ordre public, de atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Bon, l'atteinte à la sécurité, ça, on distribue ça tous les jours. Et puis, il y a un troisième chef d'accusation, je pense que c'est un truc lié au crime. Alors, qu'est-ce que ces gens ont fait? Il y a un enseignant et un concepteur de banderoles. C'est des gens qu'on a arrêtés à Mwepé parce qu'ils avaient les drapeaux russes, drapeaux de l'AES, et drapeaux du Burkina, drapeaux du Mali et drapeaux du Niger. Le monsieur, c'est un enseignant et qui vit à Mwepé, qui entre-temps a eu un accident. Il était à son domicile et un docteur, c'est un tradithérapeute qui vit à Palimé, passe de temps en temps le soigner sa plaie. Et donc le monsieur passait ce jour-là et il s'est arrêté à Mwepé pour le soigner, pour soigner sa plaie. Et ils étaient à la maison quand l'enseignant a reçu un coup de fil, il est ressorti avec la moto et il est revenu avec un sac et un gars. Après il est revenu, ils ont fini de faire l'entretien de la plaie que des gens fracassent le portail, ils rentrent dans la maison et ils arrêtent tous ceux qui étaient dans la maison et avec le sac, ils les amènent, je pense, au commissariat de Mwepé et on déroule le contenu du sac et on voit un drapeau russe, ou bien deux drapeaux russes, non, un drapeau russe, plus deux banderoles sur lesquelles on dit Vladimir Poutine prend au secours, voilà, bon, des drapeaux comme ça, plus un drapeau de l'AES, 3 drapeaux, un Burkina, un Niger et puis un du Mali. Donc ils sont restés au commissariat de Mwepé et puis après ils ont été envoyés à la DPJ. Et ils ont passé 10 jours à la DPJ et la dernière fois ils ont été déférés devant le procureur et le procureur les a envoyés en prison. Je pense que celui qui se faisait passer pour le médecin tradithérapeute a été libéré et les deux autres sont déférés à la prison civile avec pour motif atteinte à la sécurité intérieure de l'État et troubles aggravés, c'est pas de l'ordre public. Donc le graphiste aussi, celui qui a conçu aussi les drapeaux, lui aussi il a été arrêté. Donc voilà, ça c'est aussi notre information. Donc faites très attention quand vous voulez vous embarquer dans des choses de ce genre. Donc voilà sur le côté des informations ce que j'ai voulu ajouter. Il y a un collectif qui m'a envoyé un courrier que je vais partager avec vous. C'est une lettre ouverte des agents contractuels du projet Vouri Togo sous couvert du collège des délégués. Et ce courrier, signé le 25 juillet 2025, est adressé à Fonia Singbe, à M. Jean-Lucien Samy de Tové, à Gilbert Bawara, à Mme Sandra Blamba Johnson, à Mme Sina Lawson, à M. Gentry Akoli, nouveau directeur de l'INSET, à M. le commandant Silété Roselin Deveau, directeur général de la NID, aux journalistes, syndicats, OSC, défenseurs des droits humains et à l'opinion publique nationale. Le projet Vouri, c'est ce projet-là qui aujourd'hui qui consiste à faire le recensement pour la carte biométrique que vous appelez la ANID, je pense. Nous, jeunes diplômés togolais, venus de toutes les régions du pays, avons été recrutés par le projet Vouri, EID Togo, inscrit dans la feuille de route du gouvernemental 2020-2025. Attirés par une initiative que nous pensions sérieuse et ambitieuse, beaucoup d'entre nous avons quitté des emplois plus stables, parfois mieux rémunérés, pour nous consacrer pleinement à ce projet, conditionné par une exigence de disponibilité totale sur une durée minimale de 8 à 12 mois, pouvant aller à 2 ans. Mais à peine arrivé sur le terrain dans la région des Savanes, dès novembre 2024, 2 mois plus tard, dans le mois de janvier 2025, les deux structures employeuses, ANID et INSET, ont modifié unilatéralement les termes du contrat initial, alors même que nous avions déjà débuté le travail sans notre consentement. Le nouveau contrat à durée discontinue nous a été imposé sous pression, menaces et intimidation. Une fois que nous avions déjà quitté nos emplois précédents à Lomé et nous étions déployés déjà dans des zones reculées, la région des Savanes. Alors même que le processus de recrutement fut rigoureux, tests écrits, formation, épreuves pratiques, entretien, et la promesse de stabilité qui nous avait inspiré confiance d'adhérer à ce projet. Mais la réalité fut brutale sur le terrain, un système basé sur la précarité, l'abus et l'intimidation. Le contrat initial, déjà peu avantageux financièrement, offrait un salaire très faible par rapport aux autres projets pilotés par le même institut et à peine aussi un cinquième de ce que perçoivent les agents Vouri dans d'autres pays comme le Bénin. La promesse d'amélioration future et la durée du projet avaient motivé notre engagement. Aujourd'hui, après 8 mois de démarrage du projet, nous n'avons perçu qu'à peine 3 mois et demi de salaire, toujours versés en plusieurs tranches, jamais en intégralité et parfois de main à main avec des retenues pour détérioration du matériel lors de son usage sur le terrain,
avec encore des aguerris non payés, et ce, à ce jour. Les abus sont multiples. Horaires excessifs, 7 jours sur 7 par semaine, dépassant 10 heures par jour de travail, sans pause, ni week-end, ni jour férié, avec des semaines de 70 heures ou plus, sans compensation ni repos. Salaire payé pour un mois, alors que nous avons souvent travaillé bien au-delà. Contrat antidaté par rapport à notre prise de fonction réelle. Aucun remboursement des frais de déplacement et d'hébergement ou de mission. Utilisation obligatoire de nos téléphones, de nos connexions Internet sans aucune compensation. Retenue abusive sur salaire en cas de détérioration de matériel déjà défectueux. Aucune prise en charge des jours nécessaires au déploiement ou au repris du matériel. Par exemple, pour la campagne de la zone 1, préfecture du Golfe, nous avons été convoqués le 10 mai 2025 à une réunion obligatoire au lycée technique d'Aïtou Komé à Lomé. Les opérations devaient commencer le 12 mai 2025, mais les contrats que nous avons reçus mentionnaient une prise d'effet au 14 mai, excluant ainsi plusieurs jours de travail effectifs. De même, les jours de reconnaissance des centres, de déploiement des kits et de repli du matériel, souvent indispensables, ne sont ni rémunérés ni pris en compte dans la durée des contrats. Les tâches supplémentaires demandées, notamment les repérages ou déplacements internes, ne sont jamais indemnisés. Les frais de mission dans les zones reculées sont à notre charge. Les superviseurs utilisent leurs moyens personnels comme leur téléphone, crédit de communication, connexion Internet sans aucune prise en compte ni gratuité. La communication interne du projet est quasi inexistante et se limite sur les rumeurs à des messages WhatsApp informels. Depuis la fin de la campagne dans le Golfe, le 20 juin 2025, nous restons à la maison sans information, sans affectation, sans revenus et sans la moindre perspective, tout nous décider, pourtant venant d'horizons divers. Les démarches de nos délégués pour rencontrer les responsables de l'INSED et de la NID n'ont abouti à rien, preuve d'une absence totale de dialogue social. Et lorsqu'on interroge sur cette désorganisation, il nous est répondu que les fonds du projet auraient disparu et qu'un haut responsable aurait même financé certains salaires de sa propre poche. Une déclaration choquante, indigne d'un projet national financé par la Banque mondiale, placé sous la tutelle de 2 ministères stratégiques. Comment un projet d'État censé refléter la rigueur administrative et la transformation numérique peut-il sombrer dans une telle improvisation et à un tel mépris des droits élémentaires de ses agents? Nous avons été manipulés, abandonnés, sacrifiés. Plus grave encore, les inégalités internes sont flagrantes. Les agents gérés directement par la NID bénéficient de meilleures conditions que ceux encadrés par l'INSED pour les mêmes missions, les mêmes diplômes, les mêmes responsabilités. Aujourd'hui, nombre d'entre nous sont endettés, malades psychologiquement, affectés, sans ressources, sans perspective, après avoir été piégés par les fausses promesses d'un État qui nous a trahis. Nous exigeons, par rapport à tout ce qui précède, une enquête indépendante et transparente sur la gestion financière du projet Vuri Togo, le paiement immédiat de tous les salaires et années dus, des contrats stables et respectueux du Code du travail togolais, la clarification des rôles et responsabilités entre l'INSED et la NID, l'arrêt immédiat de l'exploitation des jeunes togolais sous couvert des projets publics. Mesdames les ministres Sina Lawson et Sandra Ablamba-Johnson, ce projet est placé sous vos tutelles à travers respectivement la NID et l'INSED. Il est temps de briser le silence et de nous éclairer. Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de la République, ces ministres sont sous vos tutelles et la jeunesse attend une réponse de vos parts. Agissez maintenant sans attendre qu'ils ne périssent totalement. Voilà le message qu'ils ont envoyé, signé le collège des délégués et tout ça. C'est un projet, vous savez, le projet de recensement, c'est pas de la carte biométrique sur lequel on va revenir. Et donc les jeunes estiment qu'ils sont exploités sans être rémunérés à la hauteur de ce qui leur a été promis. Et c'est un projet qui est placé sous l'autorité de 2 ministres, Madame Sina Lawson et Madame Ablamba Johnson. Voilà, et que les fonds auraient disparu. Donc bon, ça c'est le Togo. Et voilà. Mais il faut aussi les jeunes. Demain, quand il y aura des mots d'ordre et des manifestations, il faut sortir. Il ne faut pas attendre quand vos petits intérêts dans votre domaine sont menacés. Vous venez solliciter des gens pour vous accompagner. Quand les gens se battent pour un Togo meilleur, c'est pour que tout ça cesse. C'est pour que mobiliser face à des groupes terroristes au sein de l'opération Conjoaré le long de la frontière Burkina. Pour ce faire, les sécurocrates togolais ont engagé des consultations avec la discrète société V2N Consulting dirigée par le Français Vincent Dehen. Au printemps dernier, les négociations étaient en phase avancée. Déjà actif en Libye et en Mauritanie dans la construction des stands de tir à balles réelles, Vincent Dene a par le passé combattu dans les rangs des forces spéciales de l'armée française. Il a ensuite été directeur de la sécurité pour le compte de Bouygues Bâtiment International au Nigeria. Devenu président du Conseil des ministres en mai, l'ex-président Faure Gnassingbé attache une importance particulière au maillage défensif constitué par les postes de combat avancés. Courant 2024, Lomé avait d'ores et déjà signé un contrat avec la société Paramount Group, détenue par l'homme d'affaires sud-africain Ivor Ishikovic, en vue de faire construire plusieurs de ses bases opérationnelles dans le nord du Togo. Ça, c'est la première information. En résumé, il nous est dit ici que Fort sollicite, ou le Togo sollicite les services d'une société française, d'une société dirigée par un ancien militaire des forces spéciales reconverti dans la sécurité, pour bâtir au nord du Togo des stands et des trucs pour les militaires. Donc, j'ai entendu dire quelque part que c'est des mercenaires français. Non, c'est un service qu'on demande à un gars pour construire, c'est pas des forteresses vers la frontière. Donc, c'est ce que ça veut dire l'article. Et je vous rappelle que déjà, là-bas, il y a
des Turcs. Il y a des Turcs qui sont là-bas, il y a des mercenaires turcs qui sont au nord du Togo. Il y avait des Biélorusses, eux ils sont partis il n'y a pas très longtemps. Et donc voilà, donc on sollicite tout le monde pour des choses comme ça. Ensuite, toujours le 24 juillet, il y a eu un autre article. Nigeria, Faure Gnassingbé, médiateur invisible entre Abuja et Niamey. Derrière la lente décrispation des relations entre les deux États, cette dernière semaine, figure l'intervention du président togolais Faure Gnassingbé. Dans la plus grande confidentialité, ce dernier s'est entretenu à plusieurs reprises avec le général Abdourahmane Tiani pour évoquer le sujet. L'ancien président du Nigérian, Mahamadou Buhari, ne s'était jamais publiquement exprimé sur le conflit qui oppose son successeur, Bola Ahmed Tinubu, au général nigérien Abdourahmane Tiani, depuis juillet 2023. Pourtant, la figure consensuelle de l'ancien chef d'État, décédé le 13 juillet à Londres, aura permis un nouveau geste d'apaisement entre Abuja et Niamey. Le premier ministre nigérien, Ali Lamine Zeyn, et le directeur du cabinet du président Tiani, Soumana Boubacar, se sont rendus à Daura, situé à quelques kilomètres de la frontière entre les deux pays, pour assister à la cérémonie d'enterrement de l'homme d'État. Également accompagné de l'ancien président Mamadou Issoufou, ils se sont entretenus à cette occasion avec Bola Tinubu. Était également présent son ministre des Affaires étrangères, Youssouf Chouga, ainsi que le National Security Advisor, Nourou Ribadou. Depuis plusieurs semaines, le président togolais Faure Gnassingbé tente dans l'ombre de rétablir le dialogue entre son homologue nigérian et le chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Resté proche des juntes sahéliennes, Faure Gnassingbé s'est rendu en jet privé à plusieurs reprises et dans le plus grand secret dans la capitale nigérienne pour s'entretenir avec Abdourahmane Tiani afin d'apaiser les tensions entre les deux voisins, c'est-à-dire le Niger et le Nigeria. Le général nigérien a également, écoutez très bien, le général nigérien, c'est-à-dire Tiani, a également fait plusieurs allers-retours discrets à Lomé dans un avion mis à sa disposition par le Togo. Au lendemain du coup d'État qui avait renversé Bazoum, en juillet 2023, Faure Gnassingbé avait été l'un des premiers chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à prendre contact avec le nouveau chef de la junte. Dans les jours qui avaient suivi le putsch, il s'était rendu à Niamey pour rencontrer le nouvel homme fort du pays, une relation qu'il continue d'entretenir depuis 2 ans. Ça aussi, c'est une information que j'ai tenu à partager avec vous pour que vous compreniez les dessous des tables qui se jouent dans la région et le rôle que Faure joue dans cette région-là entre les 3 pays sahéliens qui sont dans l'AES et les autres pays avec qui les gens de l'AES sont en difficulté. Et je vous avais dit il y a très longtemps, même depuis que j'étais à Lomé, que le Togo est le laboratoire de l'AES. Quand j'avais dit ça, il y a eu une différence d'attaques, d'insultes et tout ça. Personne ne m'a jamais dit comment tu le sais, comment tu prends tes informations. J'ai toujours insisté là-dessus. Mais bon, les gens, ils ont déjà des idées préconçues. Heureusement que petit à petit, certains sont en train de se réveiller. Et donc là, on nous montre très bien que Faure, dans l'ombre, il fait sa médiation, il reçoit de façon discrète les chefs d'État des 3 pays chez lui. Ça aussi, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai dit, est-ce que vous avez la moindre idée de ce qui se passe au Togo, comment ces gens arrivent discrètement, parfois à Niamtougou, parfois à Lomé, vous n'en savez absolument rien. Mais bon, voilà, et donc la lettre du continent qui nous dit ça. Alors, il y a aussi, toujours dans la diplomatie, cette information qui suscite beaucoup de débats depuis quelques jours, si vous pouvez, en disant que le Togo a signé un accord, ou est sur le point de signer un accord avec la Russie. C'est pas quelque chose de nouveau. J'avais déjà dit ça aussi depuis longtemps, que le Togo avait un accord avec la Russie. Et ça avait même été annoncé, c'était pas quelque chose de caché, ça avait été annoncé. Je l'avais dit, même quand j'étais encore au Togo, je l'avais dit que le Togo avait un accord avec la Russie. Il y avait quelques experts russes qui ont fait le tour à Lomé pour regarder un peu la gendarmerie, la police et tout ça, et l'armée. La question de savoir pourquoi c'est maintenant qu'il y a tout ce boucan, tout. Le premier accord a été revisité il y a quelques jours, et donc c'est sur le deuxième accord qui sont en train de l'accord réchauffé, la mise à jour de l'ancien accord, qui sont en train de communiquer. Et pourquoi ils sont en train de communiquer là-dessus? Il faut que chacun essaie de faire sa petite idée. J'ai dit il y a longtemps que Faure, lui, il peut s'allier à tout le monde. L'essentiel, c'est de préserver son pouvoir. Il est prêt à s'allier à tout le monde. Le plus important pour lui, c'est son pouvoir. Donc, il est avec les Américains, il est avec les Français, il est avec les Israéliens, il est avec l'Iran, il est avec l'Arabie Saoudite, il est avec les Turcs, il est avec les Chinois. Lui, il donne tout ce qu'il peut donner pour garder son pouvoir. Et donc, ce n'est pas un fait nouveau que de constater que il est en train d'avancer avec la Russie. C'est beaucoup plus
à des fins de communication stratégique qui sont en train de faire le bruit autour de toute cette histoire-là. Et les jours à venir, nous situerons davantage sur ce qu'il est en train de faire. Mais toujours est-il que lui, il est prêt à s'allier à tout le monde pour garder son pouvoir. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Peut-être que, entre ces temps ici, il est plus intelligent que nous. Il est plus intelligent que nous. Et ça lui permet de semer aussi la confusion dans l'opinion. Aujourd'hui, il y a ceux qui applaudissent parce que eux, leur objectif, c'est de faire entrer dans certains pays en Afrique leurs amis russes. Et il y a ceux qui sont contre. Moi, j'ai toujours dit, le Togo que nous voulons demain, le Togo qu'on a hérité de Sylvain Solipio, c'est un Togo qui ne sera sous l'autorité ou sous l'influence d'aucune puissance. Puisque Sylvain Solipio a voulu un Togo indépendant. Il n'a pas voulu que le Togo soit sous la puissance, telle puissance. Donc, il y a ceux qui il y a ceux qui veulent amener leurs amis dans des pays, et c'est eux qui sont en train de jubiler. Et alors que nous, on veut se débarrasser d'un dictateur, on s'en fout de je ne sais quoi, on veut se débarrasser d'un dictateur, d'un régime, et une fois qu'on se sera débarrassé de ce régime-là, le Togo de demain définira ses relations avec les pays voisins et avec les partenaires. Mais on n'a pas à se mettre sous, l'autorité d'une puissance, qu'elle soit la France, qu'elle soit les États-Unis, qu'elle soit l'Allemagne, qu'elle soit je ne sais pas quoi. Donc, il réussit ce coup extraordinaire de semer la division entre nous. D'abord, ils ont utilisé l'AES pour semer la division entre nous. Donc les gens se sont battus pendant 2 ans à défendre l'AES, à insulter tous ceux qui leur disaient faites attention, on est dans une grande manipulation. Aujourd'hui, ces gens-là sont en train de se réveiller en voyant la position des gens de l'AES contre nous, notre combat. Vous savez qu'il y a des jeunes burkinabés qui sont arrivés à Lomé, qui ont pris beaucoup d'argent, qui ont créé des panels pour dire que oui, que c'est la France qui est derrière la révolte qui était en cours. La même France qui finance tous les projets aujourd'hui au Togo. Les projets de Fonds Gassimbe, on en parlera tout à l'heure, l'hôpital, tout ça, c'est la France qui finance tout ça. Et donc, ils sont venus à Lomé, ils ont pris des sous. Ils ont animé des panels pour dire oui, la révolte de la jeunesse togolaise, c'est la France qui va déstabiliser fort. Et donc, ils ont réussi par un coup de manipulation terrible à nous opposer entre nous, à nous éloigner des choses les plus importantes. Parce que voilà, le débat c'était qui est pour AES, qui est contre AES. Alors que le débat n'est pas là. Aujourd'hui, c'est la même chose avec la Russie. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens, leur objectif, c'est d'amener la Russie en Afrique. Et ils sont payés pour ça. Il y a des gens qui sont sur des activistes, leur objectif, c'est de faire venir la Russie en Afrique. C'est des VRP de la Russie. Et donc, aujourd'hui, ces gens-là, leur objectif, en réalité, c'est pas de faire partie des dictateurs. Une fois qu'un dictateur signe un accord avec la Russie, ils sont contents. Parce que leur objectif, c'est ça. Alors que nous, notre objectif, c'est de nous débarrasser d'une dictature et de redéfinir nos relations avec toutes les puissances. Toutes les puissances. Toutes les puissances. Et je vais vous rappeler un truc. En 63, quand Sylvanus a été assassiné, vous savez que Sylvanus était libéral. Il a fait la London School of Economy, tout ça, il était un très grand libéral. Et Sylvanus et Nkrumah, c'était toujours là pour tout tirer. Au point que quand Nkrumah est arrivé à Lomé en 62, c'était une tension terrible. Les histoires que vous voyez autour de la frontière à Plaou, là, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date même avant les indépendances. Et donc, quand Nkrumah est arrivé à Lomé, c'était une visite d'État, mais c'était une visite très tendue. Et donc, Nkrumah qui était de tendance plus ou moins communiste, Sylvanus qui était libéral, il y avait une certaine rivalité entre les deux, qui était d'ailleurs panafricaniste, et il y avait des gens au Togo qui étaient communistes qui renseignaient Nkrumah. Et donc, quand Sylvanus a été assassiné, il y a une note qui a été adressée à toutes les ambassades pour assister aux obsèques de Nkrumah et de Sylvanus Olympio. L'ambassadeur de l'Union soviétique à l'époque à Lomé, il a refusé de rendre hommage à Sylvanus Olympio. C'est dans les archives. Et l'ambassade de l'Union soviétique à l'époque était, je pense, à Hankope, pas trop loin de l'église des franciscains, quelque part dans une villa là-bas. Donc, pourquoi, face à ce drame qui a touché notre pays, l'ambassade de l'URSS à l'époque a refusé de rendre hommage à Sylvanus Olympio? C'est dans les archives. Je l'ai lu, les archives déclassifiées. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut qu'on fasse très attention. Le Togo que nous voulons demain, c'est un Togo qui n'est sous la coupole d'aucune puissance, qu'elle soit l'Allemagne, la France, les États-Unis. Que les Togolais s'approprient leur pays. Que les Togolais s'approprient leur pays, qu'ils le gèrent comme bon leur semble, qu'ils définissent les nouvelles relations qu'ils vont avoir avec telle puissance. C'est ça le combat que les gens mènent. C'est ça le combat que les Togolais mènent. Les Togolais ne mènent pas un combat pour sortir le Togo sous l'influence de la France, pour aller le mettre sous l'influence des Américains, sous l'influence des Russes, sous l'influence des Chinois, sous l'influence des Turcs. Non. Si vous voulez être libre, on ne va pas changer de maître. Quand vous changez de maître, vous n'êtes pas libre. C'est ce combat-là que les Togolais mènent. Et c'est comme ça que moi je conçois les choses. Donc, moi je ne suis pas là pour chasser une puissance et ramener une autre puissance dans notre pays. Parce que nous n'avons pas les moyens de titer quoi que ce soit à n'importe quelle puissance que nous invitons chez nous. Nous n'avons ni les moyens militaires, ni la puissance économique. Aucun moyen. Nous n'avons aucun moyen pour imposer à qui que ce soit les puissances que nous invitons chez nous. Pour le moment, on n'en a pas. Si nous faisons venir les Français, ils nous dicteront ce qu'ils veulent. Si nous faisons venir les Russes, ils nous dicteront ce qu'ils veulent. Aucune des puissances n'est là pour nos beaux yeux. Ils sont là pour leurs intérêts. C'est ça la réalité. Donc, les histoires de coopération gagnant-gagnant, ça n'existe nulle part. Ça n'existe dans aucune théorie de relations internationales. Relations gagnant-gagnant, ça n'existe nulle part. Si vous êtes faible, les forts vont vous dominer. C'est ça. Si vous êtes faible, les forts vont vous dominer. C'est le réalisme de Hans Mongertov.
Si vous êtes faible, les forts vont vous dominer. Donc, les histoires de relations gagnant-gagnant, que oui, on va faire avec la Chine, parce qu'ils sont plus compréhensibles. Ils vont venir piller votre or, piller vos phosphates, piller toutes vos richesses, ils vont partir. Parce que vous n'avez rien à leur imposer. Vous n'avez aucun moyen de leur imposer quoi que ce soit. Parce que vous êtes faible en termes de puissance militaire, vous êtes faible économiquement, vous êtes faible en termes d'organisation. C'est ça la réalité. Mais vous avez la capacité de redéfinir vos relations avec ces gens-là dans le respect mutuel. Ça, c'est possible. Mais avancer des arguments comme quoi, avec ceci, on peut faire gagnant-gagnant, ça n'existe nulle part. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu dire sur cette histoire de diplomatie et de signature d'accord avec la Russie. Tout ça, c'est pour nous diviser, c'est pour semer la confusion entre nous. Nous qui nous battons pour nous débarrasser du régime, vous allez voir que ça va aller dans tous les sens. Les gens, il y a certains qui vont applaudir, il y a d'autres qui vont dire, ah, si Ford a fait ça, ah, donc voilà, il peut rester, parce que eux, ils sont des agents russes. Nous, on n'est ni agents russes, ni agents français, ni américains, rien du tout. On est des Togolais, c'est tout. C'est les Togolais qui veulent retrouver leur souveraineté, pas pour le retourner sous l'autorité d'une autre puissance. C'est ça, la réalité. Et donc, en même temps, le Togo qui va signer un accord avec la Russie était aussi avec l'Ukraine. Et là, cela 2 semaines, Robert Doucet était en Ukraine. Ça pour vous montrer la complicité du régime togolais. Si la technique peut montrer les images. C'est pour vous montrer la complicité. La diplomatie attrape tout du régime togolais. Voilà le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, qui est avec l'Ukraine, avec l'ambassadeur, avec le ministre des Affaires étrangères ukrainien, à la suite d'un voyage où ils ont échangé. Donc, ça dit, il n'y a pas de lisibilité dans la diplomatie togolaise. Ils sont avec tout le monde. Ils sont avec tout le monde. Voilà une séance de travail entre la délégation togolaise et la délégation ukrainienne. Ça, c'est en Ukraine. Il y a cela 2 semaines. Donc, ils sont avec tout le monde. Le plus important pour eux, c'est de sauver leur pouvoir. C'est de sauvegarder leur pouvoir. En même temps, la Russie et l'Ukraine sont en conflit. L'Ukraine appuie quelques réseaux dans l'AES, dont le Togo est plus ou moins membre. Mais en même temps, le Togo va flirter avec ces gens-là. Et donc, c'est ça la triste réalité. Le problème, c'est pas Robert Doucet, c'est son patron qui l'envoie. C'est son patron qui l'envoie. Donc, voilà, ils sont avec les Russes. Ils sont avec les Ukrainiens, ils sont avec Israël, ils sont avec les Iraniens, ils sont avec les Américains, ils sont avec les Iraniens, ils sont avec les Français, ils sont avec, je sais pas, ils sont avec tout le monde. De telle manière que vous qui les combattez, si demain vous allez vous chercher des soutiens quelque part, les gens hésiteront à vous soutenir. C'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, des gens peuvent vous dire, ah, on va signer un accord avec la Russie. Donc, on va aller voir l'Ukraine pour chercher des moyens. Alors qu'ils ont déjà un pied en Ukraine. Si vous allez en Ukraine, les Ukrainiens vont dire, écoutez, nous on est déjà en contact avec eux. C'est ça la réalité. Donc, quelqu'un dit c'est du busy du gouvernement. Non, c'est pas du busy, mais ils sont partout. En fait, partout où vous pourrez aller solliciter un soutien, eux, ils sont déjà là-bas. Vous voyez, ils sont déjà là-bas. Donc, je ne sais pas comment qualifier cette diplomatie-là, mais sachez que, pour le moment, ça leur marche un peu. C'est pour ça qu'ils vont un peu partout. Donc, au même moment où ils annoncent un accord avec la Russie, ils vont en Ukraine. Ouais, et je pense que les Ukrainiens n'hésiteront pas à visiter le Togo dans les jours qui viennent. Peut-être qu'ils ne veulent pas le faire de façon publique pour ne pas froisser leurs amis de l'AES, mais je pense que ça ne va pas traîner. Les Ukrainiens vont arriver aussi à Lomé. Donc, voilà ce qui est en train de se passer. Et donc, il faut que dans cette confusion diplomatique, nous ayons un minimum de lucidité pour comprendre le jeu auquel Ford est en train de... le système qu'il est en train de jouer. Hein, le système qu'il est en train de jouer pour savoir comment nous devons rester assez lucides pour combattre le système. Sinon, on va passer tout le temps nous chamailler entre nous, à nous coller des étiquettes, et au bout du compte, on ne va rien faire. On va passer un temps fou à nous coller des étiquettes, alors que l'objectif est là, le système est là, c'est le système qu'il faut dégager. C'est le système qu'il faut dégager. Et là, pour le moment, ils sont contents, parce qu'ils ont divisé l'opinion africaine. Des gens qui devaient naturellement soutenir la cause togolaise, aujourd'hui, ne la soutiennent pas. Parce qu'ils ont réussi à semer cette confusion dans les esprits, à faire passer l'idée que Ford est panafricaniste, à dire qu'aujourd'hui Ford s'approche de la Russie, Ford est le plus grand soutien de l'AES, donc il faut le laisser, parce que l'AES doit sa survie à Ford et au port de Lomé. Donc voilà comment ils sont en train de semer la confusion entre nous, et de nous diviser, et de faire en sorte que nous-mêmes, qui essayons de nous débarrasser de ce régime-là, on passe beaucoup plus notre temps à nous quereller sur des broutilles qu'à s'attaquer réellement au régime. Donc, moi dans mon esprit, ni AES, ni Russie, ni France, ni États-Unis, ni rien. C'est le système qu'il faut combattre. C'est le système qu'il faut combattre. C'est tout.